la transmission mécanique des agents pathogènes. Donc c'est une présentation qui est un petit peu plus générale, moins spécifique de la bactériose, parce que les vecteurs mécaniques transportent beaucoup d'autres choses, virus, bactéries, parasites. Mais donc ils ne dérogeront pas aux règles que je vais vous présenter ici. Alors d'abord, la définition de la transmission mécanique, qu'est-ce que c'est? Donc il y a globalement deux types de transmission. Il y a la transmission biologique, c'est-à-dire qu'il y a une association entre le parasite, le vecteur et le vecteur, ou le virus et le vecteur. Donc il y a un développement, éventuellement une multiplication chez le vecteur. Et l'autre, c'est la transmission mécanique. Pour la bestomycose, c'est une transmission mécanique, c'est-à-dire c'est comme une contamination qui est faite par un insecte qui pourrait être faite avec une seringue. Alors, ce sont des mouches hématophages qui sont capables de piquer successivement plusieurs hôtes à un bref intervalle de temps, parce que l'agent pathogène n'a pas une durée de survie longue chez le vecteur, et qui pourra ainsi transmettre avec ses pièces buccales de la salive, du sang, de la lymphe, des parasitoïdes qui sont persistants sur les pièces buccales. C'est donc, comme je disais, la même chose qu'une contamination à la seringue. La transmission mécanique, c'est juste une contamination qui est faite, mais qui fait rentrer l'agent pathogène dans l'hôte. Alors, qui sont-ils? Donc, il y a deux types d'insectes piqueurs hématophages. Il y a ceux qui sont plus petits, et qui sont des mauvais vecteurs mécaniques, parce que pour transmettre par mode mécanique, il faut un insecte assez gros, pour que la quantité d'agents pathogènes transmis soit suffisante pour être infectante. Donc, je vous montre sur la droite de la diapo des insectes qui sont de mauvais vecteurs ou quasiment considérés comme incapables de faire de la transmission mécanique. Par contre, ils sont connus pour d'autres choses, pour la transmission biologique. Alors, par exemple, les culicoïdes qui sont responsables de la transmission de la fièvre catarrhale ovine, de l'éphlébotome pour la leishmaniose, les simulis pour l'onchocercose, bon, ça c'est exotique, on va dire. Bon, les moustiques, évidemment. Bon, les mouches plates, je les ai mises là, mais en réalité, elles sont un peu dans les deux camps. Là, ce sont les brachycères, donc c'est une autre catégorie d'insectes qui sont de plus grande taille. Ceux-là sont des bons vecteurs mécaniques avec les tabanides, les stomox et puis d'autres stomoccinés comme les hématobias, les mouches plates. Bon, je vais décrire plus avant ces insectes-là. Les principaux vecteurs mécaniques sont les tabanides et les stomox, ceux qui ont la meilleure capacité pour la transmission mécanique. Dans l'ensemble, donc j'ai dit qu'il fallait que ce soit des insectes de taille moyenne à grande pour que le volume transmis soit capable de transmettre les agents pathogènes. Donc vous avez les mouches plates, les hippobosques, les tabanides, les stomox et les hématobias. En gros, ce sont 4 catégories. Les mouches plates, ce sont ces insectes qui marchent sur la peau des animaux qui volent très peu, ils se déplacent très peu par le vol. On les voit parfois groupés, comme vous voyez ici, sur un cheval, et ce sont des animaux des insectes qui sont pupipares, ils pondent des pupes, c'est quasiment la forme comme la chrysalide, si vous voulez. Et donc c'est le stade pré-adulte. Alors ils sont très peu prolifiques parce que dans l'abdomen de l'insecte, il y a de la place que pour une seule pupe à la fois. Donc ce n'est pas ceux-là qui vont nous concerner le plus pour la transmission mécanique. Mais ce sont des vecteurs mécaniques occasionnels. Ceux qui sont assez importants, ce sont les stomox. Donc, le stomox, ou mouche d'étable, ça c'est un insecte qui est prolifique, qui est ovipare, hein, pond des œufs, et 50 à 100 œufs par ponte. Et donc ces insectes-là sont de vrais vecteurs mécaniques du fait de leur abondance et du fait de leur taille assez importante. La prolificité qui est très élevée et le cycle qui est assez court. En 2 à 3 semaines, on passe d'un adulte de la forme de l'œuf jusqu'à l'adulte. Alors le stomox, bon, vous le connaissez parce que vous le voyez sur le détail. De loin, ça ressemble à une mouche domestique, mais ce sont les pièces buccales qui sont très différentes. Donc ça, c'est la mouche domestique qui va sucer avec son appareil suceur, et ici, le stomox qui va piquer avec un appareil buccal, le type piqueur. Pour l'anecdote et l'étymologie, parce que j'aime beaucoup ça, quelle est la signification du mot Stomoxys calcitrans? C'est le nom latin de la mouche d'étable. Stomoxys, ça veut dire bouche pointue, et calcitrans qui transmet le charbon. Donc au départ, c'était bien connu pour cette transmission. C'est une transmission mécanique d'une bactérie. Donc les stomox sont des insectes domestiques qui se développent dans les élevages. On va voir la différence des tabanides, qui sont très prolifiques et ils ont une faible dispersion des stades larvaires. Ils vont se trouver en fait là où on élève des bovins, on élève des stomox, ou là où on élève des chevaux, on élève des stomox. Le développement larvaire est court, 2 à 3 semaines,
Ces insectes, ils peuvent prendre un repas tous les jours, tous les 2 jours, ou même plusieurs repas dans la journée. Donc ils ont une capacité de se nourrir plusieurs fois. Leur abondance est saisonnière, mais ils ont une persistance assez longue, hein, ça peut s'étendre de mars à novembre. Ce sont des piqûres persistants, c'est-à-dire qu'ils essaient d'avoir un repas de sang, mais ils peuvent se contenter d'un demi-repas, et puis ils prendront un autre plus tard. Le repas est aisément interrompu par d'autres insectes parce qu'ils sont de petite taille, on va dire, relativement aux tabanides, donc ils sont dérangés facilement, ne serait-ce que par les mouches domestiques. Et donc quand ils commencent à piquer, ils peuvent être dérangés, et donc ça interrompt le repas, ce qui favorise la possibilité d'aller s'envoler et de se poser sur un autre insecte. Ils sont en général, leurs aires de repos c'est dans les élevages ou juste aux abords, donc ils sont relativement sédentaires, ils n'ont pas trop tendance à partir, faire 3 km pour changer de secteur. Ce sont des insectes de taille moyenne, donc des bons vecteurs mécaniques. Une autre catégorie d'insectes sont les hématobiens. Alors c'est un peu comme le stomox, mais c'est beaucoup plus petit. Et là, vous voyez par exemple une infestation très forte. Donc là, on voit que c'est un insecte de petite taille. C'est un stomoxiné aussi, de cette grande famille d'insectes piqueurs. Très sédentaire, lui aussi, un peu comme les mouches plates. Il reste plutôt collé sur les animaux. Il n'a pas trop tendance à voler d'un animal à l'autre. Il va juste s'éloigner de l'animal pour aller pondre et revenir sur l'animal. Par contre, quand 2 animaux sont côte à côte ou peuvent se toucher, alors une grande quantité d'insectes peuvent passer d'un animal à l'autre. Donc, ça reste possiblement un vecteur mécanique. J'ai marqué vecteur mécanique occasionnel pour celui-ci. Le deuxième grand, après les stomox, le deuxième grand vecteur, c'est le tabanide. Donc, les tabanides sont des insectes de grande taille. Hein, ça peut être jusqu'à 3 cm pour les plus grandes espèces. Donc le tabanide, c'est un insecte qui a un cycle assez long, très différent des stomox. On a, comme pour les stomox, on a un stade avec des œufs. Par contre, il y a jusqu'à 12 ou 13 stades larvaires, donc c'est un développement qui est très long, qui se fait dans un milieu éloigné de l'élevage, en tout cas des bâtiments d'élevage. C'est un insecte sauvage qui peut vivre le long des cours d'eau ou dans les forêts, et donc dans des zones plus sauvages. Ensuite, le stade de pupe, et ensuite le stade adulte. Très prolifique, avec 500 à 1000 œufs par ponte et 7 à 8 pontes par vie de femelle. Donc c'est un insecte qui a une grande prolificité. Le cycle le plus court, c'est de l'ordre de 2-3 mois, donc on peut avoir des insectes dans une saison d'été, on peut avoir des insectes qui piquent en début de saison et dont les œufs vont avoir un cycle court. Et il va y avoir un deuxième pic d'abondance des tabanides juste en fin d'été. Sinon, ce sera l'année prochaine, ou l'année suivante, ou même 3 ans plus tard. Les cycles larvaires peuvent être très longs avec des diaposes. Donc la prévision des populations est assez difficile. Là, vous voyez donc la ponte, vous voyez la quantité d'œufs qui est produite par une femelle de tabanide. Donc les œufs frais sont blancs, ensuite ils sèchent et deviennent moins visibles et moins sensibles aux prédateurs. Ensuite, la phase larvaire et la phase nymphale. Donc on trouve ces insectes dans tous les milieux. Les larves se développent partout, de l'Antarctique au tropique, il y en a partout. Il y a 4500 espèces de tabanides, donc il y en a fatalement quelques-unes qui sont adaptées à un milieu ou à un autre. Si on essaye de faire diminuer disons, si on modifie le milieu pour faire disparaître une espèce de tabanide, ben, il y a une autre espèce qui va s'installer à sa place parce qu'elle trouvera que maintenant le milieu lui convient à elle. Donc c'est très difficile de contrôler par le milieu. Alors, la fiche technique des tabanides, c'est ça. Ce sont des insectes sauvages qui ont un développement en dehors des élevages, qui sont extrêmement prolifiques. Une grande diversité d'espèces. Pour la France, il y a 70 espèces de tabanides qui ont été inventoriées, qui sont adaptées à tout type de milieu. Il y a une grande dispersion des stades larvaires, donc on ne peut pas non plus agir sur les stades larvaires de manière aisée, comme pour les stomox. Il y a un long développement larvaire, un repas tous les 4-5 jours. Par contre, c'est moins fréquent comme repas que les stomox. C'est un piqueur persistant jusqu'à la satiété, c'est-à-dire qu'il va continuer à faire des essais de piqûre, il se fait écraser s'il faut, mais il pique jusqu'à ce qu'il ait un vrai repas complet, et après il s'en va de l'élevage pendant 4-5 jours pour aller pondre, et puis revenir plus tard pour piquer. Donc les repos sont loin des élevages, dans le milieu naturel. Le repas est facilement interrompu car la piqûre est très douloureuse, vous en avez certainement tous fait l'expérience, au moins au bord d'une piscine ou d'un cours d'eau, on s'en souvient. Donc la piqûre est douloureuse pour les animaux aussi, ce qui fait qu'ils se débattent et que l'insecte est amené à piquer en plusieurs fois pour arriver à satiété.
Donc ce sont d'excellents vecteurs mécaniques, vu leur taille aussi, puisqu'ils transmettent une grosse quantité de sang. Donc quelques noms, ils sont très attirés par les chevaux, hein, c'est un nom anglais des tabanus, c'est horseflies, et aussi par les cervidés, par exemple, ici c'est ce qu'on appelle les deerflies, les chrysops, un autre genre. La taille relative de tous ces insectes, donc tout à l'heure on a parlé d'abord des stomox, donc voilà un stomox ici, c'est la taille d'une mouche domestique. À côté un hématobia, là vous voyez que c'est plus petit. Au-dessus un chrysope, c'est un genre de tabanide, et ici un tabanus, donc vous voyez c'est des grands insectes. Et vous pouvez imaginer le volume de sang qui est transmis par un insecte de cette taille par rapport à celui-ci, donc ce sont d'excellents vecteurs. La diversité des espèces est relativement faible à l'échelle géographique. Dans un élevage ou dans une pâture, si on met des pièges et qu'on capture, on ne capturera pas beaucoup plus de diversité que ce que vous voyez sur la diapo qui est là. Donc quelques espèces, en général c'est une ou deux espèces dominantes qui vont donc être responsables des transmissions. Alors la piqûre des insectes, c'est un tabanide, elle est faite avec tout cet appareil buccal. Vous voyez à l'extrémité, là j'ai mis le détail, donc c'est des pièces qui sont vulnérantes, qui vont perforer la peau. Et c'est l'ensemble des pièces buccales, de ce que vous voyez, toutes ces pièces noires là qu'on appelle le proboscis, qui vont pénétrer dans la peau. Donc ça, vous allez le voir sur cette diapo là. Donc là, vous voyez le début de la piqûre. L'insecte commence à perforer la peau, et ensuite donc, il va enfoncer cette pièce buccale à peu près jusqu'ici, ce que vous voyez sur cette photo ici. Vous voyez, c'est assez profond. Justement, ce que Philippe montrait tout à l'heure, donc la perforation pour atteindre les vaisseaux sanguins, et qui va permettre de souiller, de contaminer les pièces buccales avec les bradizoïdes, en détruisant les kystes au passage. Ça, c'est le résultat final, c'est un insecte assez gourmand. Vous voyez que la répression est totale ici. Donc pour les stomox, la piqûre c'est assez simple, c'est tout droit, quoi. Il perce jusqu'à ce qu'il trouve le vaisseau sanguin qui vont broyer, enfin qui vont détruire, et il va se former un micro-hématome. Et ensuite, donc l'insecte va injecter la salive pour éviter que ça coagule dans ses pièces buccales et aspirer du sang. Ça c'est le mécanisme, disons, simple et classique de repas sanguin pour un stomox. Chez les tabanides, bon, c'est globalement le même principe, mais c'est un petit peu différent. Là, peut-être que si on a la chance d'avoir ouais. Si le film veut bien fonctionner, vous pourrez voir. Voilà, donc ça c'est un chrysops qui est en train de se nourrir. Donc vous voyez, là il a les pièces buccales enfoncées dans la peau, après il les retire et il va essayer ailleurs parce qu'il n'était pas satisfait. Donc tous ces essais-là, c'est des occasions aussi de contaminer les pièces buccales pendant ces essais d'alimentation. Après, une fois qu'il a trouvé un endroit satisfaisant, il va pomper du sang, et puis quand il est satisfait, il va s'en aller. Donc voilà à quoi ressemble le repas d'un tabanide. Alors les effets directs des tabanides, donc ces insectes, des tabanides et les stomox, de tous les insectes piqueurs, c'est le harassement visuel et sonore, donc ces insectes qui tournent autour de la tête des animaux, donc qui vont créer des mouvements de défense de la tête, des oreilles, de la queue, des membres, donc tout ça c'est des pertes d'énergie, chute d'appétit, chute de production, la douleur de la piqûre, le stress quand il y a beaucoup d'insectes autour des animaux, donc le rassemblement des animaux qui se protègent mutuellement les uns les autres. On voit souvent pour les chevaux quand ils sont protégés comme ça, pour se protéger contre les insectes, mais aussi chez les bovins on a cette attitude, ce regroupement. Donc ça crée aussi une spoliation sanguine, donc une perte de sang qui peut être très élevée pour les tabanides, enfin une perte de poids. Le critère le plus important finalement dans tout ça, c'est qu'il y a une immunosuppression qui est créée par les insectes eux-mêmes. C'est-à-dire que le stress et tous ces paramètres provoquent une immunodépression des animaux qui va augmenter la charge parasitaire des infectés. Donc tout à l'heure on a parlé, est-ce qu'un animal séropositif, il ne va peut-être pas le rester non plus séropositif mais sans symptômes, il ne va peut-être pas le rester non plus toute sa vie, ou sans charge parasitaire élevée, il ne va peut-être pas non plus le rester toute sa vie. Certaines évolutions, certaines autres maladies intercurrentes, ou des carences alimentaires, ou un stress climatique, peut provoquer une augmentation des charges parasitaires. Et cette charge parasitaire, elle est déterminante dans la transmission mécanique. Il faut que la charge parasitaire soit élevée pour que le vecteur soit capable de transmettre, parce qu'il transmet des quantités infimes. Donc c'est ce statut, en fait, qui est déterminant pour la transmission mécanique, c'est quelle est la charge parasitaire de l'animal, au niveau de la peau, en l'occurrence ici, puisque c'est une transmission par la piqûre.
D'autre part, tous ces stress peuvent aussi provoquer l'augmentation de la réceptivité des animaux non infectés. Donc, ce qui va évidemment être favorable à la transmission. Bon, ça, c'est une petite animation juste pour vous montrer quel est le mécanisme de la piqûre. Chez les tabaniques, les pièces buccales sont différentes. On a vu qui s'affairait pour percer. Donc, il y a des pièces buccales beaucoup plus complexes. Ici, vous voyez l'insecte qui injecte la salive et qui va aspirer du sang. Et vous voyez, sur le côté, bon là c'était une animation pour les trypanosomes, mais vous voyez sur le côté, j'ai rajouté pour l'occasion d'aujourd'hui un petit symbole pour montrer les vestes nourriciales, qui pourraient être effectivement aussi emportées par l'insecte, qui serait dérangé au milieu de sa piqûre, et qui va partir sur un deuxième hôte. Et là, quand il va commencer à piquer, il va faire le même mécanisme, hein, il va percer la peau, il va percer les capillaires pour continuer son repas sanguin. Et en enfonçant ces pièces buccales, il va effectivement faire pénétrer les brachioïdes qui vont pouvoir se développer ensuite après le passage de l'insecte. Donc voilà le mécanisme original ici. Ce que je disais tout de suite, et que je le rappelle par cette figure, c'est qu'il faut d'abord beaucoup d'agents infectieux, d'agents pathogènes présents au moment de la piqûre. Bon, après, les bovins vont réagir à la piqûre, l'insecte doit s'envoler. S'il se repose sur le même animal, évidemment, il ne se passe rien. En revanche, s'il va se nourrir sur un animal voisin, là, il y a une possibilité de transmission. C'est juste une transmission. Ce qui va se passer par la suite, cet animal qui a été nouvellement infecté, si lui-même va développer les parasites vont se développer de manière assez importante, il va devenir lui aussi, à ce moment-là, diffuseur de l'infection, et un autre vecteur mécanique pourra continuer la transmission. Donc, lors de forte abondance des mouches piqueuses, un seul bovin infecté, qui serait un super spreader, c'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup de brachioïdes dans la peau, de kystes dans la peau, il peut provoquer l'infection de nombreux animaux parce que les tabanides viennent, certes pendant une saison assez courte, mais en densité très élevée, et ils sont capables de transmettre très rapidement à l'intérieur des troupeaux. La transmission mécanique a été modélisée pour d'autres agents pathogènes transmis mécaniquement. On peut avoir un saut d'incidence de l'ordre de 60% en 2 semaines, par exemple, par la transmission mécanique. Donc c'est quelque chose qui peut être très élevé, c'est très rapide. Ça n'a pas lieu longtemps dans l'année, mais ça peut être très rapide. Donc la transmission elle peut aussi se faire parfois à l'intérieur, dans des très grandes étapes comme ceci. Comme il y a des stomox qui sont quasiment élevés à l'intérieur, là c'est un élevage mixte, vache stomox, et on peut avoir de la transmission à l'intérieur. Alors à quelle distance les vecteurs mécaniques peuvent transmettre, ça c'est quelque chose de capital dans la compréhension de la diffusion. Ici c'est une expérimentation avec des insectes qui sont marqués et qui sont relâchés à 50 cm d'un animal. Et on regarde à quelle distance on va les capturer. Donc la probabilité que les insectes s'éloignent et viennent se nourrir sur un animal qui est à 5 mètres, elle est de 10%, 10 mètres, 7%, etc. Vous voyez que ça diminue, et à 50 mètres, quasiment, on ne recapture pas d'insectes. Bon, ça c'est une expérimentation, il ne faut pas dire qu'à 50 mètres, c'est la longueur absolue qui va vous apporter la sécurité. Donc de ces expérimentations, on déduit que globalement, les animaux qui sont les uns à côté des autres, ils ont un fort risque de transmission s'il y a un donneur dans le lot. Par contre, si on s'en éloigne, jusqu'à 50 mètres, ça commence à devenir une zone de sécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les insectes n'ont de raison de se déplacer que s'ils sont attirés davantage, quelque part, que là où ils sont déjà. Ils n'ont pas de raison de bouger. Donc, ce qui peut arriver, c'est que si on a un gros lot d'aliments quelque part, il y a une attractivité parce qu'il y a une flamme d'odeur qui dégage de ce troupeau, qui peut être très forte, et donc un insecte pourrait éventuellement quitter un petit lot d'animaux pour aller vers un gros lot d'animaux, et donc là, il y aurait une transmission d'un troupeau à l'autre qui pourrait se faire à une certaine distance. Donc, on considère, pour des raisons de sécurité, mais ce n'est pas 100% absolu, mais que 100 mètres, c'est une distance de sécurité. Donc, s'il y a 100 mètres entre les animaux infectés et les animaux non infectés, les insectes n'ont pas de raison ni de motivation pour aller passer de l'un à l'autre. Et comme la transmission mécanique se fait dans un délai de temps très bref, ils ont souvent apporté à leur portée des animaux pour se nourrir, donc pas de raison de quitter un lot d'animaux infectés pour aller voir les animaux non infectés. Cette diapositive, c'est juste un petit résumé des transmissions. Donc la transmission intra-troupeau, donc évidemment, elle a lieu puisque les animaux sont les uns à côté des autres. Inter-troupeau, elle aura lieu si la distance entre les deux troupeaux est
est inférieure à 100 ou 200 mètres, elle est possible. Et enfin, c'est l'introduction dans les troupeaux. Bon, bah, ça, évidemment, c'est l'introduction d'aliments affectés. Là, c'est ensuite, la transmission est toujours faite par les vecteurs mécaniques, mais c'est le fait d'avoir fait rentrer le parasite dans l'élevage. Alors, dans un sens comme dans l'autre. Voilà pour cette partie. Si vous avez des questions sur les vecteurs mécaniques, Il peut vivre entre guillemets combien de temps sur les pièces buccales? Quelques secondes, c'est ça, quelques minutes? ça n'a pas été mesuré spécialement sur les bradizoïdes de Besnici, mais sur d'autres agents pathogènes. Si, ça a été mesuré, alors Philippe va répondre. Oui, parce qu'on a nourri des stomox d'élevage, donc sûrement non infectés, sur des vaches en sclérodermie. Donc des vaches considérées comme des super spreaders, des super contaminatrices. Et donc on a bien vérifié que ces vaches avaient avalé des bradizoïdes. On les a retrouvés gigotants, vivants dans le jabot de ces insectes. Ensuite, donc, il y a une autre partie du groupe d'insectes qui a été suivie dans le temps pour voir combien d'heures ou de jours pouvaient subsister, survivre ces parasites, à la fois sur les pièces buccales et, dans l'abdomen. Et en fait, très très vite, en quelques heures grand maximum, on éteint le signal dans les pièces buccales. Et là où ça se conserve encore un tout petit peu plus, c'est sur l'abdomen. Mais au bout de 24-48 heures, on n'a même plus de traces d'ADN. C'est-à-dire que le parasite est mort et son ADN a été digéré. Donc on n'arrive plus, avec nos sondes spécifiques, à accrocher l'ADN du parasite. Donc vraiment, ça nous fait dire alors qu'effectivement, sur les tabanis qui se nourrissent tous les 4 ou 5 jours, là, le délai est encore plus grand. Pour les stomox, tu parlais éventuellement de quelques repas qui pourraient se faire à quelques heures d'intervalle. Les repas peuvent se faire à des intervalles qui ne sont pas aussi fixés que pour les tabanides, mais bon, en fait, la réponse à la question, j'ai dit c'est pas mesuré, c'est qu'il n'y a pas eu d'expérimentation vraiment qui montre un repas sur un animal infecté et un repas sur un animal non infecté, et là il y a une transmission après 5 minutes ou 30 minutes ou une demi-heure. Ça n'a pas été fait de manière aussi détaillée que par exemple pour les trypanosomes, donc le sujet sur lequel moi j'ai travaillé, pour lequel on a montré que les trypanosomes étaient encore vivants et pouvaient être transmis entre une demi-heure et 2 heures après le repas. Mais en réalité, ça dépend de la physiologie de l'insecte, de sa façon de manger. Et les tabanides ne vont jamais attendre 2 heures, attendre et puis se remettre à manger. Donc en fait, ça n'arrive pas dans la pratique. Et les stomox, c'est un petit peu ça aussi. Soit ils transmettent pendant le repas, c'est-à-dire dans les quelques secondes qui suivent la première piqûre, il y en a une autre qui suit, et là il y a une transmission. Soit ils ont à peu près satisfaction dans leur repas, et ils vont s'en aller peut-être pour 3, 4, 5 heures ou 10 heures, et là, il n'y a plus de chance de transmettre parce que l'agent pathogène n'est plus vivant. Il n'y a pas d'association biologique. Ça peut être le cas très différent pour d'autres agents pathogènes.